Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Dans le cadre de cette séance de l'Homme debout, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Morvan, qui a organisé cette séance, de me permettre ici de prendre la parole. Puisque nous sommes à l'Académie de chirurgie, je voudrais tout d'abord rendre un hommage à mon maître, le professeur Hollender de Strasbourg, qui a présidé cette académie et qui m'a suivi tout au long de mon cursus. Dans le cadre de cette séance sur l'homme debout, tout d'abord, nous avons souhaité évoquer le contexte phylogénétique. Très rapidement, la Terre, environ 4500 millions d'années, 4,5 milliards, l'apparition du vivant au sens large, 3,8 millions d'années, et il y a la notion d'un dernier ancêtre commun universel, qui est le dernier ancêtre d'où va naître le groupe des eucaryotes. Eucaryotes, c'est-à-dire les êtres vivants qui ont une cellule et un noyau vrai, et ceci, c'est environ 2 milliards d'années. Dans le cadre de ce vivant, va nous intéresser ici plus particulièrement l'embranchement des vertébrés. Les vertébrés, c'est environ 50 000 espèces actuelles. Si l'on regarde l'apparition des différents groupes, le premier taxon qui s'est individualisé, c'est celui des poissons. Poissons, environ 25 000 espèces vivantes, dans ce groupe des vertébrés qui lui-même est apparu il y a environ 500 millions d'années. Ces vertébrés, comme leur nom l'indique, se caractérisent par une colonne vertébrale et par des vertèbres, c'est-à-dire un squelette interne osseux qui va rigidifier l'axe longitudinal du corps. Nous n'insisterons pas sur les poissons, où nous retrouvons le squelette axial, le crâne, la colonne vertébrale et un squelette troncal, côte, équivalent de sternum. Très grande diversité, 25 000 espèces, c'est environ la moitié des vertébrés. Une étape qui va nous intéresser tout particulièrement est ce qu'on a appelé la sortie des eaux. Sortie des eaux, c'est la conquête terrestre. Nous passons d'un milieu respiratoire aquatique avec des branchies à un milieu aérien avec des poumons. C'est une première modification évolutive. Et puis, en même temps, donc parallèlement, vont apparaître les membres. C'est le groupe qu'on appelle les tétrapodes. Cette sortie donc, de l'eau, suivant l'expression classique, va amener à l'apparition de ces 4 membres et à la quadrupédie, c'est-à-dire ce mode locomoteur primitif des tétrapodes, et ces 4 membres sont issus de nageoires des poissons. Lorsque nous regardons donc ces vertébrés tétrapodes, il y a une modification génétique et il y a bien un ancêtre commun, c'est-à-dire un groupe monophylétique, apparition de 4 membres, appelé aussi appendice. Il va exister un plan de base du squelette des tétrapodes, de ces vertébrés tétrapodes, tétra 4, pod pied, quadrupédie, ce sont bien sûr des éléments similaires, l'un en descriptif, l'autre en fonctionnel et en dynamique. Lorsqu'on regarde ce squelette de base des vertébrés tétrapodes, donc primitif, qui va être commun à l'ensemble de ces tétrapodes, nous trouvons tout d'abord le squelette axial, qui existait déjà chez les poissons, crâne, colonne vertébrale, et le squelette thoracique, côte et sternum. Mais surtout, ce qui caractérise les tétrapodes, eh bien, c'est l'apparition de ce squelette appendiculaire, squelette de ces 4 membres, membre antérieur droit et gauche, membre postérieur droit et gauche. Lorsque l'on regarde le squelette appendiculaire, il existe là aussi un plan de base primitif qui va se retrouver chez l'ensemble des tétrapodes. C'est ce qu'on a appelé l'homologie des membres. Il y a plusieurs segments, donc on retrouve les mêmes pour le membre antérieur et le membre postérieur, le cingulum ou ceinture, scapula, os coxal, le stylopode, humérus, fémur, le zygopode, radius ulna, et enfin l'autopode, main ou pied, qui est pentadactyle primitivement, c'est-à-dire qui a 5 rayons. Si l'on regarde plus particulièrement l'autopode, nous voyons donc cet autopode à 5 rayons, c'est ce qu'on appelle la pentadactylie, c'est la disposition primitive, et l'autopode, main ou pied, va présenter plusieurs segments, le basipode, carpe ou tarse, le métapode, métacarpe ou métatarse. Et puis, nous trouvons l'acropode, ce sont les phalanges, et primitivement, il y a 2 phalanges seulement au premier rayon et 3 phalanges pour les rayons latéraux du 2e au 5e.
Si l'on regarde donc de nouveau ce diagramme que nous avons déjà vu, quels sont les tétrapodes issus de cet ancêtre commun? Eh bien, ce sont différents groupes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. D'un point de vue chronologique, l'ancêtre commun des tétrapodes est à peu près daté d'environ 380 millions d'années. Du plan de base que nous avons vu, l'ensemble des tétrapodes vont en quelque sorte bricoler avec l'évolution pour avoir leur disposition actuelle. Si nous prenons des exemples de mammifères, nous avons tous les mammifères de type artiodactyle, comme la girafe, où on retrouve le plan de base tout à fait classique, mais on va trouver aussi un certain nombre d'adaptations, comme par exemple chez des mammifères marins, dans l'ordre des siréniens, dugongs, lamentins, ou des pinnipèdes, phoques, avec là la transformation et en quelque sorte un retour vers une forme de nageoire par convergence. Il y a aussi des spécialisations à partir de ce plan de base chez les mammifères vers le vol. Le vol est apparu un certain nombre de fois au cours de l'évolution, les insectes, des reptiles volants, les oiseaux, mais chez les mammifères, on retrouve ce vol chez les chiroptères, chauves-souris, avec transformation du membre antérieur. Une autre notion qui est intéressante lorsque l'on regarde l'ensemble de ces vertébrés et les tétrapodes, surtout, est les différences de taille extrême avec toujours, malgré tout, ce même plan de base. Nous trouvons parmi les plus petits un amphibien, une grenouille qui a été identifiée récemment, janvier 2012, qui mesure en moyenne 7 et quelques millimètres de grand axe. Il est évident que ces petits vertébrés sont plus difficiles à identifier que des gros, et c'est pour cela qu'on peut encore trouver de nouvelles espèces. Toujours est-il que sur ce petit vertébré de 7 mm, on a le même plan de base que chez le plus grand des vertébrés, en l'occurrence chez les mammifères, l'ordre des cétacés, c'est la baleine bleue, synonyme rorqual bleu ou rorqual de Sibbald, avec là, nous sommes partis de 7 mm, le même plan sur 30 mètres de longueur et 150 000 kg. Les dimensions sont effectivement spectaculaires, comme on le voit ici, la comparaison avec le bateau qui est à côté de ce mammifère marin. C'est également cette taille absolument gigantesque que l'on retrouve ici dans un muséum avec, en comparaison, la taille humaine ou d'éléphant à côté de cet énorme mammifère. Nous allons nous intéresser effectivement parmi les tétrapodes, plus particulièrement aux mammifères, qui représentent environ 4500 espèces. Sur les 50 000 vertébrés, c'est environ 10%. Si l'on regarde chronologiquement les événements, les tétrapodes, nous l'avons dit, c'est environ 380 millions d'années. Les ancêtres des mammifères issus des reptiles, qu'on appelle reptiles mammaliens, c'est environ 220 millions d'années. Et les mammifères vrais, environ 100 millions d'années. Parmi les mammifères, ordre des mammifères, nous trouvons un ordre particulier qui est l'ordre des primates, avec 250 espèces actuelles. Pourquoi s'y intéresser? Puisque l'espèce humaine fait partie des primates. Si l'on regarde à nouveau un diagramme évolutif, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un ancêtre commun pour l'ensemble des primates actuels, pour l'ensemble des 250 espèces. Cet ancêtre commun est daté d'environ 50 millions d'années si l'on prend un primate vrai, et d'environ 75 millions d'années si l'on prend les formes primitives. Mais ceci est vraiment très intéressant d'un point de vue biologique, d'avoir un ancêtre commun et une diversification rayonnante, avec donc ce qu'on appelle la spéciation vers les 250 espèces actuelles. Et ceci donc, diversification en environ 50 millions d'années. Si l'on regarde les différents groupes au sein des primates, il y a un groupe intéressant qui est celui des singes vrais ou des simiens. Ces simiens sont environ apparus il y a 35 millions d'années. Puis, plus récemment, sont apparus ce qu'on appelle les hominoïdes ou grands singes. C'est environ 20 millions d'années. Il y a une très grande diversification, nous en faisons bien sûr partie, très grande diversification avec de nombreuses formes d'hominoïdes fossiles. Si nous regardons les hominoïdes, donc un des groupes le plus récemment apparus au sein des primates, si nous regardons les hominoïdes actuels, il existe 5 genres. Le premier genre est celui des gibbons, avec plusieurs espèces, en latin Ilobates. Le deuxième est celui des orang-outans,
Pongo, puis est apparu donc le genre des gorilles, Gorilla en latin, puis le genre des chimpanzés, avec 2 espèces, Pan troglodytes, le chimpanzé commun, et puis une deuxième espèce, Pan paniscus, qui est le bonobo. Et enfin, l'espèce humaine, avec une seule espèce actuelle, Homo sapiens. Là aussi, ce qui est très important et intéressant, c'est qu'il existe un ancêtre commun, ceci étant démontré tant par des aspects paléontologiques que génétiques ou moléculaires, donc un ancêtre commun admis pour l'ensemble de ces hominoïdes. Si l'on regarde ce groupe des hominoïdes un petit peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a 2 genres, celui des gibbons et celui des orang-outans, qui sont asiatiques, alors que 2 autres genres, qui apparemment sont reconnus comme étant plus récents, sont africains, c'est le gorille et les chimpanzés. Et là également, il existe un ancêtre commun pour les hominoïdes, mais il existe un ancêtre commun pour les hominoïdes africains. Pour ce qui est de l'espèce humaine, certes, la proximité génétique a fait évoquer que l'origine était africaine, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui, malgré tout, pensent que l'espèce humaine pourrait avoir une origine asiatique. C'est une question qui est encore en débat. Nous voyons ces différentes bifurcations évolutives, et ce qui est intéressant, c'est la dernière bifurcation, c'est la notion de dernier ancêtre commun. Et ce dernier ancêtre commun, cette bifurcation entre chimpanzés et humains, est datée d'environ 7 millions d'années, et là aussi de façon convergente entre les données paléontologiques et les données moléculaires. Après ce cadre qui était important, replacer l'espèce humaine debout au sein des différents vertébrés d'un point de vue taxonomie et classification, voyons maintenant si la station debout, synonyme posture érigée, et la bipédie, marche ou course, sont effectivement une caractéristique humaine. Lorsque l'on regarde les caractéristiques morphologiques humaines, une des premières qui a bien sûr frappé les auteurs est ce qu'on appelle l'encéphalisation, c'est-à-dire la taille absolue du cerveau humain qui peut être reflétée par la capacité crânienne. Si l'on regarde les hominoïdes actuels, en bas, Pan, chimpanzé, Pongo, l'orang-outan, Gorilla, le gorille, on s'aperçoit qu'aucun n'a une capacité crânienne supérieure à 500 cm3. Globalement, un cerveau supérieur à 500 grammes. Et ceci, depuis Valois, a été dénommé Rubicon cérébral, que l'on franchit uniquement lorsque l'on est engagé dans l'hominisation. Et effectivement, on voit que Homo sapiens, en haut, ce point vert, est tout à fait isolé et caractérisé par ce cerveau presque énorme en comparaison aux autres primates. Cette encéphalisation va avoir, bien entendu, un effet sur la morphologie crânienne, et dans l'espèce humaine, eh bien, le neurocrâne est particulièrement développé et soufflé. Une autre caractéristique connue depuis bien sûr très longtemps est cette particularité de la station debout. Station debout qui est une notion statique, et de la bipédie qui, elle, est une notion dynamique. Avec donc des particularités morphologiques et en particulier squelettiques. Nous évoquerons surtout le squelette. Pourquoi ? Parce que c'est celui que l'on retrouve notamment en paléontologie, et les os sont bien le support des insertions musculaires, des surfaces articulaires, des différents bras de levier et donc des mouvements. Il faut bien distinguer la station debout statique et la bipédie, et ici, dans la suite de la séance, nous évoquerons bien la station debout. La bipédie serait bien plus complexe à évoquer. Si nous regardons cette bipédie, cette station debout, au cours de l'évolution, il est intéressant de s'attacher aux reptiles fossiles que sont en particulier les dinosauriens, comme cadre temporel environ 200 à 65 millions d'années, qui effectivement ont connu un très grand rayonnement, une très grande diversification, mais ont disparu pour la plupart, avec certaines formes qui étaient donc bipèdes et qui pouvaient pratiquer une station debout. Cette bipédie est marquée par un certain nombre de marqueurs, je n'insiste pas ici. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que dans cette bipédie, eh bien, il existe une obliquité de l'axe du tronc qui forme un angle avec la verticale de support du poids du corps sur les membres postérieurs. Et cet angle est tout à fait caractéristique de cette bipédie des dinosauriens. On voit que l'élément clé est situé au niveau du bassin.
Si l'on regarde le groupe des oiseaux actuels qui sont issus des reptiles, ce sont des reptiles volants. Ces oiseaux ont bien sûr comme adaptation locomotrice principale le vol, qui est le vol battu. Mais les oiseaux, lorsqu'ils sont au sol, sont bipèdes. Donc bien sûr, la spécialisation la plus marquante est le vol, avec la transformation du membre antérieur en aile, mais au sol, cette bipédie. Et même, certains oiseaux, appelés oiseaux coureurs, vont être uniquement des bipèdes et coureurs exclusifs, comme ce que l'on retrouve chez les ratites, par exemple autruches et meucazoares, avec des ailes vestigiales. Lorsque l'on regarde le squelette de ces oiseaux actuels, qui donc sont bipèdes au sol, on retrouve la même disposition que celle que nous avons vue chez des reptiles fossiles comme les dinosauriens. L'axe du corps est oblique vers le bas et l'arrière et fait donc un angle ouvert en avant avec la verticale des membres postérieurs qui supportent le poids du corps. Et à nouveau, bien sûr, la clé de l'ensemble se situe au niveau du bassin. Il est intéressant encore d'évoquer, c'est un exemple classique, le cas des kangourous dans l'ordre des marsupiaux, ce sont donc des mammifères, ces kangourous qui pratiquent une bipédie, mais surtout un saut bipède. Et là également, lorsque l'on regarde leur squelette, on retrouve cette même obliquité du tronc par rapport à l'axe vertical de support du poids du corps par les membres postérieurs. Et le point de clé est toujours le bassin. La posture érigée, station debout, temporaire, est connue, bien entendu, chez un certain nombre de nos espèces domestiques, chat, chien, cheval, mais c'est une notion temporaire. Posture érigée et bipédie occasionnelle également chez des primates. La plupart des primates peuvent avoir une posture érigée et une bipédie temporaire, et c'est là la notion de répertoire locomoteur, c'est finalement le pourcentage des différentes activités locomotrices. Ils peuvent le faire, mais sur des pourcentages de temps réduits. Ici, nous avons deux exemples chez des prosimiens, donc les primates les plus primitifs, comme les murcata ou le propithèque. Cette posture érigée et bipédie occasionnelle existe également très proche de nous chez des chimpanzés comme le bonobo, mais là, pour des raisons d'équilibre et de contraintes musculaires, ce n'est pas économique et la station ne pourra pas être tenue très longtemps. Et donc, à présent, la station debout et la bipédie de l'espèce humaine parmi les primates et parmi leurs modes locomoteurs. Le mode locomoteur primitif des primates est la quadrupédie, comme mode locomoteur d'ailleurs de l'ensemble des tétrapodes. C'est donc un mode locomoteur très primitif. Cette bipédie est soit arboricole, sur des branches d'arbres, ce qui caractérise l'arboricolisme, les primates, soit terrestre, secondairement. Lorsque l'on regarde les modes locomoteurs des primates, il y a 4 modes locomoteurs principaux. La quadrupédie arboricole terrestre qui caractérise les singes, le saut et grimper arboricole sur lequel je n'insisterai pas, qui caractérise les prosimiens, les plus primitifs, la brachiation qui caractérise principalement les grands singes, et la bipédie qu'effectivement on retrouve spécifiquement dans l'espèce humaine. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler ce lien, cette proximité phylogénétique entre les grands singes et l'espèce humaine. Effectivement, d'un point de vue évolutif, grands singes et espèce humaine sont très proches, même s'ils ont des modes locomoteurs très différents. Cette brachiation caractérise les grands singes, en particulier ici le gibbon, qui est un brachiateur tout à fait performant. Qu'est-il advenu d'un point de vue morphologique ? Lorsque l'on regarde la brachiation, cela fonctionne à peu près comme un pendule. Si le bras du pendule est court, on va avoir des mouvements de faible amplitude et avec une fréquence rapide. Inversement, si le bras du pendule est long, on va avoir des déplacements de grande ampleur. On peut donc imaginer que l'intérêt évolutif pour un primate brachiateur est d'avoir des grands membres antérieurs ou supérieurs, puisque la brachiation se caractérise par un mouvement pendulaire suspendu par les membres antérieurs. C'est ce qu'on retrouve en regardant des squelettes de ces hominoïdes, orang-outans, chimpanzés, qui sont brachiateurs. Vous voyez que les membres antérieurs sont très longs,
Lorsqu'on le regarde, l'indice intermembral, on est à peu près à 200%, au double du membre postérieur. Ces membres très longs, avec des mains en quelque sorte qui traînent par terre, sont caractéristiques de ces hominoïdes brachiosaures. Si l'on regarde la bipédie et l'espèce humaine, bipédie et station debout. Pour la station debout érigée, on pourrait se contenter d'avoir des membres inférieurs qui sont très courts. En statique, on n'a pas besoin d'avoir des membres postérieurs longs. Je dis besoin, je fais du finalisme volontairement. En revanche, lorsqu'on prend le côté dynamique, nous trouvons là une sorte de pendule inversée. Et effectivement, autant pour la station érigée, la longueur des membres inférieurs ne joue pas, autant dans la bipédie, on comprend bien que si on a des membres postérieurs très courts, eh bien on va faire à chaque enjambée une petite distance, alors que si on a des membres postérieurs longs, on va effectivement être plus efficace dans l'enjambée. Et donc, c'est ce qu'on retrouve en comparaison entre un squelette d'hominoïde brachiosaure par rapport à l'espèce humaine. Un hominoïde a des membres antérieurs très longs, et dans l'espèce humaine, ce sont plutôt les membres postérieurs qui sont longs. À présent, si l'on regarde l'origine de cette bipédie, qui bien sûr a posé de nombreuses questions et qui n'est pas résolue, ce sont des hypothèses, des scénarios. Nous voyons ici, très schématiquement, déjà cette opposition dans les tableaux d'Adam et Ève, où l'on voit nos ancêtres qui sont debout par rapport aux quadrupèdes, aux autres animaux de la création, là aussi entre guillemets, qui sont, eux, au sol. Le fait que, phylogénétiquement, les grands singes et l'espèce humaine soient liés a fait que, très longtemps, et encore certains auteurs, ont imaginé que les ancêtres de l'espèce humaine étaient des grands singes, et donc que les ancêtres de l'espèce humaine étaient des brachiosaures. Donc beaucoup ont recherché comme ancêtres de l'espèce humaine actuelle des fossiles de type brachiosaure. En réalité, la brachiation, nous l'avons vu, est quelque chose déjà très spécialisé dans sa morphologie, et la bipédie aussi. Le scénario vraisemblable à l'heure actuelle est que il y a bien une spécialisation vers la brachiation, une spécialisation vers la bipédie, depuis un ancêtre quadrupède. Donc il faut sûrement chercher des fossiles de type hominoïde, mais non pas brachiosaures, car ils sont déjà engagés dans une spécialisation pour comprendre cette bipédie. Un scénario classique que l'on retrouve sous des formes multiples, c'est ce passage du grand singe vers l'espèce humaine et ce relèvement progressif. Ça, c'est un scénario qui est effectivement erroné. Il n'y a pas cette notion de relèvement progressif avec des chaînons manquants et des intermédiaires. Ce n'est pas comme cela que ça s'est passé, et vraisemblablement, en plus, depuis une quadrupédie, les événements ont pu être relativement brutaux, comme on le sait maintenant d'un point de vue génétique. Marqueurs morphologiques de la station debout humaine, qui seront ces marqueurs développés ensuite dans les autres interventions. Dans la station debout, on va avoir effectivement dans le plan frontal peu de problèmes dans la mesure où il y a un appui droit et un appui gauche, ce qui donne une relativement bonne stabilité. L'essentiel du problème va se faire dans le plan sagittal. Et c'est là où, dans le plan sagittal, il y a des courbures, il y a donc des muscles qui vont essayer de redresser ces courbures, et c'est là où on va avoir l'apparition de la notion d'économie énergétique pour essayer de réduire ces courbures qui sont consommatrices en contraction musculaire et avoir un alignement des centres de gravité. En effet, lorsqu'il y a des courbures marquées, eh bien, il faut en particulier des extenseurs au niveau de la nuque, au niveau lombaire, au niveau fessier, qui vont être particulièrement puissants. Nous considérons là la station debout, donc cette notion statique, et effectivement, dans l'espèce humaine, on va voir cet alignement des centres de gravité qui va amener à une économie musculaire. La colonne vertébrale se retrouve maintenant dans la même verticale que le membre inférieur. La clé des événements est bien sûr en partie dans le bassin qui est à la jonction, et on voit ici donc une disposition de station debout complètement différente de celle que nous avons vue chez les reptiles, chez les oiseaux, chez les marsupiaux. Si l'on regarde différents éléments de cet alignement des centres de gravité, dans la quadrupédie, la position du crâne qui est donc à l'avant de la colonne. Le foramen magnum, ce gros orifice à la base du crâne, est donc dans un plan vertical, regardant vers l'arrière, une sorte de plan frontal. Lorsque l'on regarde les hominoïdes brachiosaures,
on trouve une disposition intermédiaire, donc gorille, chimpanzé, orang-outan, c'est ce qu'on retrouverait chez des fossiles comme les australopithèques. Eh bien, l'orientation du foramen magnum est dans un plan à peu près à 45 degrés, oblique, et donc regarde vers le bas et l'arrière. C'est ce que nous voyons ici sur cette silhouette caractéristique d'un gorille mâle adulte. Dans l'espèce humaine, eh bien, cet alignement va provoquer une migration en quelque sorte du foramen magnum à la base du crâne. Et ceci va permettre effectivement que le crâne soit en quelque sorte en équilibre sur la colonne vertébrale. Ce foramen magnum est donc à la base du crâne et c'est une caractéristique tout à fait majeure pour identifier sur un fossile une position bipède. Donc dans l'espèce humaine, cet alignement du crâne qui va être en équilibre et qui effectivement à la fois permet une économie musculaire, mais également est tout à fait efficace dans le support vertical de force. Lorsque l'on regarde toujours ces équilibres dans le plan sagittal, nous pouvons parler du prognatisme. Prognatisme, c'est-à-dire cette projection de la face en avant, prognatisme très marqué chez la plupart des primates et en particulier les hominoïdes, et bien entendu, lorsque la face est très développée vers l'avant, eh bien, il faut en contrepoids des muscles de la nuque extrêmement puissants. C'est ce que nous voyons ici. Voici cette face avec un prognatisme marqué chez un hominoïde, le poids donc céphalique vers l'avant, des muscles de la nuque qui sont très marqués. Dans l'espèce humaine, dans le cadre de la station debout érigée permanente, eh bien, nous voyons une réduction de la face, ce qui fait que le poids est réduit. Les muscles de la nuque également se réduisent. Et ceci amène à un profil humain caractéristique de cette station debout, c'est-à-dire une face qui est très verticale, très frontalisée, perte du prognatisme, et d'autre part, le passage du foramen magnum sous la boîte crânienne, donc pour que la tête soit en équilibre sur la colonne. Si nous regardons maintenant quelques marqueurs de cette station debout au niveau du squelette appendiculaire des membres, je vous rappelle ce plan de base que nous avons vu avec les différents segments, nous allons nous concentrer sur l'autopode. Autopode donc avec ces différentes parties que nous avions déjà citées, basipode, métapode, acropode. Une particularité des primates est de conserver ce plan de base primitif avec une pentadactylie et donc effectivement 5 rayons. Particularité supplémentaire des primates. Le premier rayon, pollex ou pouce, hallux ou gros orteil, est mobile. Cette mobilité va permettre de faire une pince palmaire ou une pince plantaire, ceci dans le cadre de l'arboricolisme et de pouvoir se tenir sur les branches. C'est ce que nous voyons ici chez un prosimien, chez le tarsier, avec donc cette pince palmaire et cette pince plantaire qui sera adaptée au saut et grimpé arboricole. Nous voyons ici un propithèque, également autre possimien. Vous pouvez constater la puissance de cette pince plantaire avec donc le gros orteil qui vient enserrer le tronc de l'arbre. C'est ce que nous voyons ici sur un détail de pied qui ressemble à une main. Sur ce pied, nous voyons l'hallux, gros orteil qui est mobile, et cette pince plantaire majeure qui permet cette locomotion arboricole. Ceci est vrai pour l'ensemble des primates. Si nous sommes chez le chimpanzé, donc très proche de nous, nous voyons ici un pied avec cette pince plantaire possible. Ici sur un sujet anatomique, et ici, in vivo, cette opposition possible de l'hallux pour la pince plantaire chez l'ensemble des primates. Ainsi, les primates ont un pied qui ressemble à une main. Et très longtemps, on avait d'ailleurs classé l'ensemble des primates humains dans un groupe qu'on appelait quadrumanes qui ont 4 mains. Et contrairement à ce qui est dit souvent, la main n'est pas le propre de l'homme. D'une part, on a pu constater par des études éthologiques et sur le terrain cette manipulation d'outils avec des observations qui sont parfois extrêmement étonnantes, comme ici par exemple de casser des noix avec une pierre. C'est le cas aussi de l'utilisation de brindilles pour récupérer des termites ou pour pêcher. Et donc, cette main n'est pas le propre de l'homme. On a souvent aussi dit que l'opposition du pouce était le propre de l'homme. Il suffit de faire des observations in vivo pour se rendre compte que ce n'est pas vrai. Et voici cette opposition chez un bonobo. Regardant cet autopode dans l'espèce humaine, station debout et bipédie, eh bien dans cette station debout, il paraît tout logique que c'est le pied qui va être particulièrement touché ici, en contact avec le sol. Et effectivement, c'est bien le pied qui est le propre de l'homme
dans la station debout, et la bipédie, nous avons 2 pieds. Nous n'avons que 2 pieds par rapport aux quadrumanes qu'étaient les autres primates. Un pied de grand singe, un pied d'espèce humaine. Vous voyez que le pied de grand singe, dans son squelette, ressemble à une main. Parmi les particularités, nous trouvons un déplacement tout d'abord de l'axe du pied. Primitivement, c'est la mésaxonie, comme au niveau de la main. Le 3e rayon est le plus long. Et au cours de l'évolution humaine, station debout, bipédie, l'axe va passer en dedans sur le 2e et 1er rayon, c'est l'antaxonie. Il existe un espace intermétatarsien chez tous les primates non humains, ceci parce que le gros orteil est mobile, et dans l'espèce humaine, il n'y a plus d'intérêt dans cette station debout d'avoir une mobilité du 1er rayon, on va trouver un accolement. Cet accolement de l'hallux aux autres orteils va se traduire par un grand nombre de facteurs, et en particulier l'angle de déclinaison du col du talus. Il se réduit dans l'espèce humaine puisque le 1er rayon n'est plus mobile, et c'est une particularité. Également, dans cette station debout, on peut comprendre que les orteils qui servaient à la préhension et au support locomoteur n'ont plus d'intérêt, là toujours entre guillemets, dans l'espèce humaine, et on assiste à une réduction tout à fait majeure des orteils. À gauche, cette main de grand singe, d'hominoïde, qu'on retrouverait chez tous les primates, ce sont des doigts, alors que dans l'espèce humaine, ce sont des petits moignons atrophiques. C'est ce que nous voyons ici sur des radios, c'est ce petit squelette, ces petits éléments phalangiens. Lorsqu'on regarde le 5e orteil, qui a 3 phalanges, comme primitivement, mais cette disposition à 3 phalanges ne concerne en fait qu'environ la moitié des personnes. Et dans l'espèce humaine, au cours de l'évolution, de par cette réduction des orteils, environ 40% des gens ont une biphalangie du 5e orteil, ce qui se comprend puisque les éléments sont tellement petits qu'une articulation interphalangienne n'est pas fondamentale. Donc le pied, le propre de l'homme, c'est le support de cette station debout et érigée. Nous nous en sommes tenus là, à cette station debout. Il est évident qu'il serait intéressant de dépasser le côté statique et d'aller vers la bipédie, vers le côté dynamique. Ce sera sûrement l'occasion d'autres séances. En tout cas, il est évident que cette station debout est le lien, un des liens de compréhension du passage entre les différents primates, espèces animales, et le propre de l'espèce humaine qui nous interroge. Je vous remercie de votre attention.